Et sur les AVC, alors, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment là... Sur les AVC, c'est vraiment le centre de mon travail. Les AVC, c'est aussi un problème dont on parle beaucoup moins, mais qui est quand même très fréquent. C'est une personne sur 6 va avoir un accident vasculaire cérébral. C'est un vaisseau qui se casse à l'intérieur du cerveau à cause d'une fragilité génétique ou à cause d'une usure avec le temps ou d'une vie un petit peu excessive. À un moment donné, il y a un vaisseau qui se casse et malheureusement, le sang va endommager toutes les régions avoisinantes et déconnecter les connexions cérébrales. Et donc ça, c'est un problème parce qu'après un accident vasculaire cérébral, malheureusement, déjà c'est très handicapant pour les personnes, elles vont présenter des déficits, on ne sait pas du tout si elles vont récupérer ou pas, on ne peut pas prédire en avance quels sont le type de déficits qui vont rester après l'accident. Et en plus, pour la société, c'est aussi des personnes qui ne pourront pas revenir au travail. On a environ que 30% des personnes avec un accident vasculaire cérébral qui retournent au travail et ne retournent pas au travail dans les mêmes conditions qu'avant. Environ la moitié retournent au travail sur ces 30% à mi-temps ou prennent un travail différent qui leur demande moins d'efforts. Donc c'est un changement radical à l'intérieur de la vie de ces patients. Et j'ai décidé de dédier ma vie à la recherche. J'ai un plan de recherche qui est assez simple sur le long terme, qui est d'abord de caractériser tous les dommages possibles après un accident vasculaire cérébral, parce qu'à l'échelle de milliers d'accidents vasculaires cérébraux, ces dommages en fait se répètent. Donc on peut caractériser bien précisément en fait des catégories de dommages. La deuxième partie, c'est de l'associer avec des troubles cognitifs, neuropsychologiques, qui sont bien caractérisés, où on peut dire « Ah oui, vous allez avoir un problème de parole, vous allez avoir un problème de perception d'espace, il ne faut pas conduire, du moins pas tout de suite. Vous allez avoir des problèmes de mémoire, vous allez avoir des problèmes de vision, ainsi de suite, problèmes de motricité, qui sont très importants également. » Et chez une petite partie des patients que j'ai suivis, 150 environ, j'ai un suivi en fait longitudinal. Donc on les a vus en phase aiguë, 3 mois et 1 an. Et ça nous permet en fait de caractériser, de rajouter à l'intérieur du modèle une prédiction sur la récupération de certains de ces symptômes. Donc si on y arrive, on peut créer un logiciel où dès qu'un patient arrive à l'hôpital, passe une IRM, on le rentre dans le logiciel, on peut lui dire quels sont les troubles qui seront probables qu'il va avoir. Donc on peut déjà faire une médecine spécialisée au niveau de la rééducation de ces troubles et lui dire si oui ou non ces troubles vont récupérer de façon spontanée ou si vraiment il faut qu'on trouve des nouvelles solutions. Et dans la quatrième partie, et ça c'est mon vœu le plus cher de carrière, d'ici au moins à la fin de ma carrière, j'essaye de poser les bases de la réparation, de la reconnexion des connexions cérébrales. Pour ça, pour l'instant, on est obligé d'utiliser un modèle animal, on travaille avec des animaux, où on essaie de voir comment, quand les connexions sont déconnectées, on peut les reconnecter en inhibant localement l'expression de gènes qui empêchent la reconnexion. Et on essaie de voir si cette reconnexion est vraiment fonctionnelle ou si elle ne l'est pas. Donc on voit les connexions repousser et se reconnecter, mais quelque part, en fait, c'est juste visuel et ça ne sert à rien. Juste une précision, ça veut dire que aujourd'hui, naturellement, les connexions neuronales ne repoussent pas. Elles sont bloquées. Enfin, une fois que c'est coupé, c'est coupé. D'accord. Donc la communication, en fait, ne va plus se faire entre les régions cérébrales et ça, c'est très handicapant au niveau du fonctionnement du cerveau. C'est quand même mal foutu, notre cerveau, de ce point de vue-là. Je me pose souvent la question... Pourquoi est-ce que ça ne se reconnecte pas? Pourquoi est-ce qu'on a ce mécanisme? Le gène sur lequel on travaille, en fait, inhibe l'expression d'une molécule en fait, qui détruit les cellules qui sont stressées. Et les cellules qui sont stressées ont tendance à créer des tumeurs. Donc, en fait, on essaie d'inhiber le gène qui inhibe cette molécule qui empêche d'avoir des tumeurs, mais aussi qui empêche la repousse des fibres. Et donc c'est en jouant sur ce système en fait qu'on arrive à faire repousser les connexions. Mais
Donc techniquement, peut-être il y a une logique claire derrière tout ça qui fait que les connexions ne repoussent pas, parce que si elles repoussaient, on mourrait d'autre chose. Et donc là, vous essayez quand même de faire repousser ces connexions, mais c'est un travail, selon vous, quel est l'horizon de temps où vous pensez que vos travaux pourront aboutir à un moment ou à un autre à des développements thérapeutiques Donc j'ai fait la demande de financement. Donc, je prévois de le faire, c'est vraiment mon objectif de vie en tant que chercheur, c'est vraiment réussir à aboutir dans ce domaine. Donc à un moment donné ou à un autre, je vais réussir à avoir l'argent pour le faire. Et donc on va mettre en place l'étude, ça va prendre 2 ans, 3 ans au moins pour le démontrer. Mais ça on le fait seulement sur une mesure comportementale et sur un petit jeu de connexion. Pouvoir le démontrer de façon systématique pour toutes les connexions, ce sera plutôt de l'ordre de la dizaine d'années, la vingtaine d'années, et en fonction de si ça marche ou pas. Et après, derrière, pouvoir le transférer à la pratique médicale courante, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut convaincre les gens, il faut faire des tests pharmaceutiques, ça prend beaucoup de temps. J'espère d'ici à la fin de ma carrière, au moins d'accord, donc c'est en place. C'est le programme d'une vie, quoi, en fait. C'est ce que vous êtes. C'est ça. Et est-ce que le modèle ICM vous permet quand même d'avancer peut-être un peu plus vite, ou quels seraient de quoi auriez-vous besoin pour essayer d'aller plus vite dans vos travaux? On va pas réduire à quelques années, mais en tout cas pour essayer d'accélérer vos travaux de recherche. Je dirais que plus que m'aider, l'ICM est vraiment la plateforme qui m'a fait croire en fait qu'il était possible d'aller au-delà, puisque à la base en fait je suis un psychologue et je fais de la neuroimagerie et j'ai jamais fait de biologie, mais c'est vraiment le modèle de l'ICM qui m'a permis de croire en le fait que je pouvais essayer de étendre en fait ma recherche à un domaine pour lequel je ne suis pas expert. Et ça c'est parce que justement il y a des experts sur le site avec qui on parle régulièrement qui nous permettent d'avoir directement un retour et on peut leur donner notre vision, ils nous donnent leur vision et c'est ainsi que les projets transmodalités en fait apparaissent. Ce qui pourrait nous aider, c'est les avancées technologiques. À chaque avancée technologique, avant on ne pouvait pas mesurer les connexions, maintenant on peut les mesurer chez l'être vivant, ça nous permet de poser des hypothèses, ça nous a permis de mesurer le lien avec le comportement, ça nous a permis de démontrer que le lien entre les connexions et le comportement était plus fort que le lien entre les régions et le comportement. Et ça nous a amené à poser l'hypothèse que réparer le cerveau, c'était peut-être d'abord reconnecter le cerveau, et ainsi de suite. Donc vraiment le développement des technologies, la possibilité d'avoir accès à des grandes capacités informatiques de traitement. Par exemple, là récemment, les 1333 accidents vasculaires, donc on calcule des probabilités de déconnexion dans le cerveau. L'analyse a pris 3 mois, quelque chose comme ça, avec un cluster de calcul. Et donc tout ça, oui, ça prend du temps. Mais heureusement, la technologie et les progrès vont nous permettre d'aller plus vite. C'est ce qu'on appelle, c'est bien la révolution neuroinformatique dont nous parlait le professeur Alexis Brice en préambule, hein, c'est ça? Ouais. La révolution neuroinformatique, ça nous a vraiment apporté quelque chose d'exceptionnel. Avant, on testait une par une chaque dimension. Maintenant, avec la révolution neuroinformatique et le machine learning, les réseaux de neurones, en fait, on peut mesurer non seulement un par un, mais aussi les échanges entre chacune des dimensions. C'est beaucoup plus complexe. Mathématiquement, ça prend beaucoup plus de temps, évidemment. C'est comme le cerveau humain, on dit 100 milliards de neurones à l'intérieur du cerveau humain, mais 1000 connexions en moyenne par neurone. C'est la même chose, en fait. Ça complique énormément le calcul, mais en même temps, ça nous donne une finesse de mesure qui est beaucoup plus proche de l'individu. On ne parle plus de modèle moyen du cerveau et tout le monde doit être calqué sur le même modèle. Maintenant, on peut vraiment fragmenter le modèle et dire c'est plutôt telle catégorie ou telle catégorie. Donc votre objectif, en tout cas en tant que chercheur, c'est de pouvoir réparer le cerveau, tout du moins quand il est lésé suite à des AVC, des ruptures de connexion entre les différentes zones cérébrales. En revanche, certains prétendent l'améliorer, pas seulement le réparer, mais l'améliorer. D'ailleurs, on voit déjà dans le commerce des dispositifs qui vous permettent, alors
d'améliorer votre sommeil, mais voire même d'améliorer vos performances cognitives ou sportives. Et quand on va plus loin, on entend aussi des grands gourous de la Silicon Valley qui, eux, prétendent carrément interfacer le cerveau avec des machines. Quel regard vous portez sur tout ça, vous ? C'est du neuro-charlatanisme, comme on dit, où il y a... Des prophètes, des prophètes. Mais ne serait-ce que sur ces dispositifs, sur les dispositifs qui sont déjà aujourd'hui commercialisés? Donc il y a un dispositif qui est très connu, qui est commercialisé, qui s'appelle TDCS, c'est Transdermal Stimulation. En réalité, c'est une pile qu'on met et qui va faire passer un courant léger à travers le crâne. Et ça, apparemment, ça a permis d'améliorer les performances mathématiques temporairement de sujets sains qui portaient ce casque. C'est prouvé? Il y a une étude clinique? Ouais, il y a des études qui montrent qu'il y a un effet juste au moment où on porte le casque. Mais en réalité, bon, premièrement, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en contrepartie, quand on enlève le casque, il y a un contre-effet. Ça, c'est pas difficile de l'imaginer. On peut prendre des drogues qui nous font nous sentir fantastiques pendant 1 heure, mais après on va être très fatigué. Et ben, c'est la même chose. Rien n'est gratuit, quoi. Non, il n'y a pas de magie. Rien ne se perd, rien ne se crée. En réalité, le port de ce casque ne vaut pas une bonne nuit de sommeil ou une vie équilibrée où on mange correctement, on boit correctement. C'est le meilleur des conseils si on veut être performant sur le long terme. Après, tout le monde décide pas forcément de faire comme ça. J'ai peut-être une dernière question avant de laisser la parole à la salle. Vous avez expliqué que vous, à la base, vous avez une formation donc, de psychologue. Vous avez ensuite obtenu votre doctorat. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers... C'est une question plus personnelle. Hein, qu'est-ce qui vous a poussé vers le métier de chercheur? Comment vous dirigez vers ça? Donc j'ai démarré avec psychologie, mais j'étais intéressé par le fonctionnement du cerveau et dès que j'ai démarré, en fait, j'étais fasciné par les neurosciences, donc j'ai fait une double maîtrise. J'ai fait psychologie et neurobiologie du comportement. Et ensuite, par la suite, j'ai fait une thèse de neurosciences. Et c'était quoi la question déjà? Non mais en gros, comment on devient... Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé vers le métier de chercheur? Oui. La curiosité en réalité. Ça a démarré avec la curiosité et puis c'est comme ça que j'ai fait ma thèse. Et puis après, j'ai des personnes de ma famille qui sont mortes de maladies cérébrales, ce qui a fait que renforcer ma motivation pour essayer de changer les choses. Et d'une curiosité et d'un intérêt, en fait, c'est devenu quasiment un combat de tous les jours. Où vraiment, je suis déterminé à essayer de faire une différence et changer la société, du moins dans ce domaine. D'accord. Merci Michel. On va maintenant vous laisser la parole. Si vous avez des questions, alors, soit pour le professeur Boyce, soit pour Michel, elles sont les bienvenues. Il y a un micro qui va circuler. Alors monsieur a une question déjà ici. Oui, que pensez-vous de l'idée lorsque une personne est atteinte d'un AVC, ou plusieurs AVC, et qu'une partie du cerveau est détruite, une autre partie du cerveau peut venir en aide ou remplacer la partie détruite? C'est une très très bonne suggestion. Donc ça s'appelle la plasticité, et effectivement, le cerveau essaye de compenser. J'ai une métaphore par rapport à ça. Vous êtes droitier? Donc vous écrivez avec la main droite, imaginez vous perdez votre bras droit, accident vasculaire cérébral théorique, ou c'est le bras droit qui disparaît. Vous allez toujours pouvoir écrire parce que vous allez vous entraîner à écrire avec la main gauche. Et ça, en fait, ça veut dire que... avec le bras gauche et la main gauche. Et ça, en fait, ça veut dire que les régions qui d'habitude ne faisaient pas ça vont prendre en plus la responsabilité de faire quelque chose qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que vous ne serez jamais plus capable de jongler, par exemple. Et ça, on le voit aussi au niveau cérébral. C'est quand on demande aux gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral, qui ont réussi à récupérer en utilisant ces régions qui restent et en utilisant leur plasticité, de faire une double tâche. En fait, les performances sont radicalement différentes. Et quand ils font une double tâche,
la tâche d'origine, qui n'était pas endommagée par l'accident vasculaire cérébral, est faite correctement, ou quasi correctement, et la tâche qui en fait a recruté ces régions par la suite n'est plus faite correctement du tout, en fait. C'est un échec. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a un embouteillage au niveau de la capacité locale de ces régions qui sont devenues un peu à faire les deux tâches en même temps. Et donc elles doivent choisir, elles choisissent toujours en règle générale ce qu'elles faisaient à l'origine. Alors la question subsidiaire, c'est, parce que je suis confronté justement à ce problème actuellement, lorsque on provoque volontairement un mouvement, je pense par exemple à quelqu'un qui est hémiplégique, avec qui on va faire de l'électrostimulation. Est-ce que ce schéma, donc, qui est purement physique, est-ce que le cerveau peut finalement arriver à l'enregistrer pour retrouver une certaine fonctionnalité? Ça dépend vraiment de la lésion, en fait. Parce que là, on est sur un circuit de stimulation électrique, en fait, directement des muscles. Donc si la connexion avec le cerveau est perdue, de toute façon, il n'y aura aucun effet, puisqu'il y a besoin de la connexion pour communiquer entre les deux. Si elle est partiellement perdue, on peut imaginer qu'il puisse y avoir un effet sur le long terme où le cerveau réapprend en fait à synchroniser de façon différente son activité avec le muscle. Mais j'ai pas connaissance encore d'effets significatifs là-dessus. Oui, la carte du cerveau distingue sémantique, phonologie et langage. Les trois sont du langage. Alors, oui et non. Oui et non. Par langage ici, en fait, ici c'est un décodage basé sur les termes qui sont activés à l'intérieur du cerveau. Donc, par langage ici, en fait, c'était la production. Donc j'ai mis le premier terme qui sortait, mais en fait, c'est caractérisé par le langage production. Et après, il y a la représentation phonétique, et après, il y a le sens des mots. Mais ceci, c'est juste représentatif de comment on a pu cartographier les connexions, comment on a pu diviser le cerveau basé sur les connexions, et comment l'IRM fonctionnel peut nous informer sur ce qui se passe à l'intérieur de ces régions. Autrement dit, langage, pour vous, c'est la mise en œuvre du langage. Dans le cas précis de cette illustration, c'est la mise en œuvre du langage. C'est ça. C'est ça, la production. Et tout à l'heure, vous nous avez fait une confidence en expliquant que vous préférez raconter avec des valorisations personnelles plutôt que de hiérarchiser les connaissances que vous avez. Oui, alors, les présenter comme je les ai découvertes, c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est une question d'effort? Est-ce que c'est une question de localisation? Est-ce que c'est une question de connexion? Quoi? Bonne question. C'est pas un problème d'effort, parce que sinon je ne serais pas parti faire de la recherche, on fait des efforts tout le temps et on a peu de retours positifs. C'est plus un problème d'émotion en fait. En réalité, la façon dont je me perçois, c'est vraiment la façon dont je me perçois. Si je hiérarchise et que je commence à raconter une histoire hiérarchique, j'ai l'impression en fait de simuler mes connaissances. Alors que si je les donne comme je les perçois moi-même, j'ai vraiment l'impression d'être honnête avec moi-même et honnête avec les autres. Je suis un citoyen de base et merci de ce que vous avez dit, c'est tout à fait passionnant. Vous avez employé une fois le mot éthique. Ouais. Est-ce que l'ICM est doté d'un comité d'éthique? En estimez-vous sinon que c'est nécessaire? Et si oui, comment vous l'utilisez, s'il y en a? Je pense que c'est plus une question pour Alexis, ça. Alors la question tombe à pic, parce qu'on est en train de constituer un comité d'éthique à l'ICM. En tout cas, un comité qui pourra être saisi pour des questions d'éthique. Mais il faut savoir que toute la recherche qui est faite ici, qu'elle concerne des sujets sains ou des patients, par exemple, toute cette recherche doit être soumise à autorisation et donc passe devant des comités dits de protection des personnes qui sont des comités d'éthique.
Donc en réalité, toute la recherche menée à l'ICM, on ne pourrait pas décider, si vous voulez, un chercheur dans son coin, là, de faire telle recherche sans demander à qui que ce soit. Non, il y a des procédures et des comités qui sont là pour justement valider la recherche, mesurer les contraintes qui sont liées à cette recherche et donner leur accord. Donc tout ce qui se fait ici passe évidemment, comme partout ailleurs en France, devant ces comités et soumis à des autorisations réglementaires et avec des promotions pour les études qui peuvent être données par l'hôpital, qui peuvent être données par l'INSERM ou le CNRS. Donc tout ça est déjà complètement bordé, mais nous souhaitons quand même, pour des questions particulières, avoir un comité ici pour favoriser le dialogue et la réflexion éthique localement, même si, encore une fois, tout est déjà soumis à autorisation de ce type. Une question plutôt d'ordre psychiatrique. J'ai été passionnée par votre réflexion tout à l'heure sur la psychopathie et avec ce défaut de connexion justement qui existe. On parle beaucoup de psychopathes en ce moment à la télévision et ailleurs, et il y en a pas mal, c'est un peu inquiétant. Je voulais savoir si les gens naissaient psychopathes ou si c'est une série d'accidents pendant la vie intra-utérine ou après qui provoquent cette psychopathie. Voilà, si ce sont des séquelles ou si c'est un gène au départ. C'est une très bonne question. En réalité, on ne sait pas. On sait qu'il y a des familles qui ont des psychopathes et que la psychopathie se reproduit à l'intérieur de la famille, mais c'est très difficile en fait de savoir si c'est une pathologie de famille dans le sens des traits du caractère de la famille amènent à avoir un enfant psychopathe ou s'il y a vraiment un lien génétique avec la maladie. Certaines études montrent que certains gènes peuvent être dans la probabilité de prédire la psychopathie, mais ce n'est pas systématique. C'est comme la maladie d'Alzheimer. Certains gènes sont associés avec plus de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir la maladie d'Alzheimer. Donc oui, c'est assez difficile de répondre en fait. Il n'est même pas sûr que les enfants avec ce qu'on appelle les conduct disorders, des problèmes de conduite qui vont dans des écoles spécialisées, des problèmes de comportement, par la suite vont devenir des psychopathes dangereux. Et il y a aussi les psychopathes qui ont un grand succès, qui deviennent chefs d'entreprise et qui font partie de notre société. Les chefs d'État. Parfois, dans certaines républiques qui n'en sont pas. Et ça fait partie de notre société. Il y a toute une réflexion en fait sur quel est le rôle de la psychopathie dans la société. Est-ce que c'est en partie une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et malheureusement, personne n'a la réponse parce que c'est un niveau de réflexion qui se place au niveau de la société tout entière. Et le jugement de la société tout entière est très difficile. Question pour le professeur Brice. Vous avez évoqué qu'il y a un centre d'investigation clinique chez vous et qu'il y avait une centaine d'études cliniques qui étaient en cours. Une étude récente du ECG montrait qu'à quel point en France il était difficile de mener des études cliniques, d'investigation clinique, que ce soit en phase 1 ou en phase 2 ou en phase 3. Comment réagissez-vous par rapport à ça et comment pouvez-vous monter des études cliniques dans un climat qui est parfois très difficile au niveau réglementaire? Alors c'est vrai qu'on n'est pas aidé d'une certaine façon par la situation réglementaire. Alors la réglementation en fait elle n'est pas tellement plus compliquée qu'ailleurs, hein, mais c'est surtout les délais administratifs qui sont particulièrement longs. Et donc on a développé avec des promoteurs que nous utilisons comme l'INSERM ou l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, on a créé des liens particuliers pour essayer d'accélérer ces processus et pour que les dossiers ne se perdent pas trop longtemps dans leur trajectoire. Donc on est capable
de quand même améliorer la situation par des efforts qui sont quotidiens et qui nous permettent finalement, vous voyez, de mener un certain nombre d'essais. Je pense que la situation peut encore être beaucoup améliorée. Il y a toutes les précautions sont vraiment prises, mais il y a encore un effort à faire pour raccourcir les délais, et c'est ce dont les industriels du médicament en particulier se plaignent. En France, ils trouvent que les délais sont sont plus longs que dans d'autres pays, et du coup ils choisissent souvent pour l'innovation médicale d'aller la tester ailleurs, ce qui est un peu embêtant. S'il vous plaît. Personnellement, je m'intéresse à l'autisme pour des raisons personnelles. Je parle de l'autisme sévère. Vous savez qu'il y a des méthodes éducatives diverses qui ont été développées pour essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont atteintes. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous travaillez dans vos équipes sur, au fond, le lien qu'on peut faire entre la mise au point, le perfectionnement de ces méthodes et puis toutes ces découvertes scientifiques de type neurosciences sur lesquelles vous travaillez. Quand j'étais en postdoc en Angleterre, j'ai travaillé sur l'autisme. Moi, j'ai participé à des recherches sur l'autisme en aidant avec mes méthodes. Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que les connexions cérébrales chez les autistes sont différentes, en particulier au niveau du lobe frontal. Ils ont trop de connexions. Et l'hypothèse qui est derrière, en fait, c'est la réverbération, j'essaie de traduire en même temps. En fait, ils vivent trop dans un monde intérieur. À cause de ces connexions et ces boucles en fait, qui sont à l'intérieur du lobe frontal. L'effet des nouveaux traitements, des nouvelles thérapies comportementales qu'on peut avoir, ou les adaptations qu'on peut avoir chez ces patients, je ne suis pas au courant si ça peut changer ces connexions. Je n'ai pas participé à aucune recherche sur ce sujet. Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Est-ce qu'il peut y avoir des maladies spécifiques des chercheurs? Par exemple, des mathématiciens? Non, je suis très sérieuse. Est-ce que Stephen Hawking, est-ce qu'il a pu souffrir de sa recherche, par exemple? Ou bien est-ce que des tumeurs se développent pour avoir trop sollicité une certaine partie du cerveau? Ok. Alors, Stephen Hawking, donc la maladie qu'il a eue est indépendante de sa recherche. Le fait qu'il ait survécu est probablement lié au fait qu'il ait réussi parce que c'était quelqu'un d'intellectuel, à trouver une vie suffisamment satisfaisante et stimulante à l'intérieur de son esprit et sans utiliser son corps pour garder la volonté de vivre. Plus un suivi médical exceptionnel qu'il a pu avoir jusqu'à ces derniers jours. Il est décédé hier d'ailleurs. Dans le cas des maladies typiques des chercheurs, j'espère que ça arrive de moins en moins, mais un chercheur peut, par ses découvertes, devenir fou progressivement. Mais on le voit très peu, mais c'est toujours l'idée qu'on se fait des choses. C'était une plaisanterie. Après, pour le fait qu'on peut développer des tumeurs dans des régions qu'on utilise vraiment beaucoup, j'ai travaillé avec le professeur Dufaux, qui est neurochirurgien, qui lui-même a cette hypothèse, mais ça n'a pas été démontré encore. Et il avait l'impression, et il me disait, il l'a jamais démontré, parce que c'est pareil, il faut voir des dizaines de milliers de tumeurs pour pouvoir vraiment mettre en avant cette hypothèse, que les tumeurs n'arrivaient pas par hasard en fonction du métier de ces patients. Mais c'est une impression, il n'y a pas de solidité scientifique derrière ce que je viens de dire, encore. Et je pense qu'il en parle dans son livre, d'ailleurs. On prend peut-être la dernière question, peut-être une dernière question avant de conclure. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore osé? Bonjour.
je suis atteinte d'un tremblement des membres supérieurs, ainsi que ma mère en était atteinte et un frère en est atteint. Est-ce que c'est une maladie génétique qui se développe vers un Parkinson? Et est-ce qu'il y a des progrès que l'on voit assez rapides, si toutefois c'est votre partie? C'est plus une question pour le professeur Brice. Alors, ce que vous décrivez, c'est probablement ce qu'on appelle le tremblement essentiel. Oui, mais c'est un Parkinson, plus non caché. Non. Non, c'est une maladie complètement différente de la maladie de Parkinson, hein, même si elle se manifeste par des tremblements. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques et puis surtout pas la même évolution parce que ce n'est pas la même cause. Et ce que vous avez observé dans votre famille, c'est quelque chose qu'on observe souvent dans le tremblement essentiel, c'est qu'il y a une composante familiale importante. Jusqu'à présent, les recherches menées pour essayer de trouver la cause de cette maladie, en faisant l'hypothèse que c'était une maladie d'origine génétique, donc chercher une anomalie responsable, ont été décevantes. On ne sait pas exactement pourquoi. Je pense qu'on va trouver, c'est probablement quelque chose de compliqué, mais il y a une composante familiale très forte qui suggère qu'il y a dans cette pathologie, en tout cas dans certaines familles, une composante génétique importante. Mais qu'elle soit avec une histoire familiale positive, comme chez vous, ou sans histoire familiale, c'est une maladie absolument complètement différente de la maladie de Parkinson. Et est-ce que l'on pense trouver une solution? Alors la difficulté reste énorme. Vous avez vu, déjà, on a du mal, on n'arrive pas à trouver la cause, alors qu'on suspecte qu'il y a une cause génétique. Donc ça veut dire que pour comprendre les mécanismes de la maladie, on n'a pas beaucoup d'aide pour y arriver. Il y a des solutions, il y a des médicaments. Il y a dans des cas extrêmement sévères aussi des solutions d'intervention neurochirurgicale qu'on connaît, mais on n'a pas aujourd'hui un traitement miracle qui fait cesser le tremblement de façon définitive. Merci. Merci à vous pour vos questions et puis un grand merci à Michel Thibault-Schotten que je vous propose d'applaudir. Pour la qualité de son intervention et un grand merci également à Albin qui est sur la droite qui cet après-midi s'est improvisé en animateur. Exercice qu'il a réussi avec brio, me semble-t-il. Juste pour conclure, cet après-midi, nous étions engagés à terminer à 16h notre après-midi. Je voudrais simplement vous dire 3 choses. La première, comme je vous l'ai dit au préambule de cette conférence, les donateurs chez nous, c'est le 4e pilier des différents acteurs de l'ICM. Le premier étant le patient, le 2e le chercheur, le 3e le clinicien, le médecin qui intervient aussi et qui fait la navette entre l'hôpital et l'institut. Et le 4e c'est le donateur. Ces donateurs, ils sont plusieurs dizaines de milliers, aujourd'hui un peu plus de 100 000 à nous avoir rejoints à l'ICM. Et vous êtes parmi ces donateurs, des donateurs très investis et très généreux. Et nous vous remercions à nouveau de votre contribution. Nous avons souhaité, au regard de ce qui vous a été présenté, notamment dans la première partie par le professeur Alexis Brice, renforcer la relation avec nos donateurs en proposant un programme ICM Activateur. Et vous avez peut-être renseigné il y a quelques semaines un questionnaire, un court questionnaire qui nous permet de mieux vous connaître et surtout d'identifier vos souhaits en termes d'informations plus personnalisées. Notre souhait étant de pouvoir vous adresser régulièrement, le cas en fonction de l'actualité aussi, ces informations, de vous inviter dans des conférences comme celle de cet après-midi ou dans d'autres conférences. Nous avons aujourd'hui au sein de notre institut différentes conférences que nous proposons. La première, ce sont des conférences thématiques sur des pathologies. Aujourd'hui, nous avions une conférence un peu plus élargie sur le cerveau, mais nous avons aussi des conférences dans les prochaines semaines, les prochains mois qui sont prévues, dans quelques semaines sur la maladie de Parkinson. Et vous êtes invités à venir à cette conférence. Vous avez sûrement reçu dans le journal des donateurs cette invitation. Vous allez le recevoir dans quelques jours. Le deuxième type de conférence, c'est que nous déplaçons l'ICM aussi dans d'autres lieux, à Paris, dans des cafés ou des théâtres, qui nous permettent aussi d'avoir une proximité avec le grand public et d'éveiller les uns et les autres
sur les questions de la recherche scientifique et médicale, sur les maladies du système nerveux et plus largement sur la connaissance autour du cerveau. Et donc on appelle ces événements les Open Brain Bar, et vous y êtes cordialement invités. Et puis enfin, nous pensons aussi à ceux qui viennent de province et qui n'ont pas la chance d'être à Paris régulièrement. Et donc nous faisons fort, comme nous l'avons fait cet après-midi avec la vidéo qui a été tournée, de filmer l'ensemble de ces conférences et de les mettre à disposition sur le site internet de l'ICM. Mais pour tout cela, il faut que nous puissions vous adresser des informations, et plutôt que de passer par le courrier sur ce type d'informations et d'actualités plus particulières, nous souhaitons pouvoir l'envoyer par mail, si vous avez un mail à nous communiquer, et nous vous suggérons, dans les prochains bulletins de soutien que nous vous enverrons, de nous adresser votre email, qui nous permettra en fait de vous adresser cette information. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est que dans les prochaines semaines, comme vous le faites régulièrement, vous allez nous soutenir et vous allez recevoir un courrier dans le cadre d'une opération qui pour nous est très importante dans l'année 2018, une opération autour de différents projets innovants que nous souhaitons mettre en avant au sein de notre institut. Et pour ce faire, nous avons travaillé sur un outil. Nous étions encore ce matin avec l'équipe de l'ICM pour travailler sur ces outils, pour vous présenter ces projets de façon les plus didactique et les plus pédagogique. Et surtout, je souhaite insister sur un point, c'est que, et sûrement le professeur Alexis Brice n'a pas forcément fait un focus là-dessus, mais je voudrais juste m'arrêter sur le fait que la contribution des donateurs aujourd'hui au fonctionnement de notre institut est très importante, puisque sur un budget global de l'ordre de 60 millions d'euros, plus de 60 millions d'euros, la contribution des donateurs aujourd'hui est de l'ordre de 15 à 16 millions d'euros par an, soit 25% du fonctionnement de notre institut. Donc votre contribution est essentielle aujourd'hui dans le cadre du fonctionnement et du développement des projets que nous portons au sein de notre institut. Et pour ce faire, vous disposez d'un certain nombre de mesures fiscales. Vous savez que l'ISF, pour ceux qui étaient redevables de l'ISF l'an dernier, a évolué maintenant vers un IFI avec les mêmes modalités. Mais pour ceux qui ne sont pas redevables de l'ISF, de l'IFI, ou qui veulent associer à leur IFI une déduction au travers de l'impôt sur le revenu, vous pouvez le faire aussi en déduisant 66% de votre don dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Et ça, c'est aussi une dimension importante à prendre en compte quand vous allez pouvoir faire votre don, nous l'espérons, dans les prochains mois. Je terminerai juste sur un troisième point, c'est donc la semaine du cerveau qui a démarré il y a quelques jours, lundi particulièrement. Dans cette salle, nous avions la séance inaugurale. Samedi, nous invitons le grand public à venir à l'Institut, participer à cette journée ouverte, ou portes ouvertes de l'Institut, et vous êtes cordialement invités. Vous aurez à votre disposition, en sortant, si vous ne l'avez pas pris en entrant dans la salle, une petite plaquette explicative qui vous présentera les différents ateliers proposés au travers de cette journée de samedi. Et puis, une conférence qui est prévue à 15 h, si vous le souhaitez, avec le professeur Philippe Fossati sur la dépression. Nous aurons un moment avec lui, 1 heure de conférence dans cette salle, et vous êtes cordialement invités samedi à 15 h à l'ICM pour assister à cette conférence et plus largement assister aux différents ateliers, expositions qui auront lieu durant cette journée. Voilà, je vous remercie encore de votre présence aujourd'hui et de votre engagement à nos côtés. Merci. Et juste un dernier point, je voudrais juste vous présenter 2 personnes qui sont importantes pour vous. Elles ont transmis les micros durant cet après-midi. La première, c'est Carole Clément, qui est ici sur la droite. Carole travaille dans l'équipe en relation avec les donateurs, et Lauriane Gallier est la deuxième personne qui travaille aussi en relation avec les donateurs, et donc elles sont à votre disposition si vous le souhaitez. Merci.